Cela fera bientôt 400 ans que Samuel de Champlain est mort à Québec et l'emplacement de la première sépulture ayant contenu ses restes fait encore l'objet de nombreux débats. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la chapelle Champlain qui sera plus précisément consacrée à sa localisation. Mon nom est Richard Couture, je suis né et j'ai grandi dans le vieux faubourg tout à côté du Vieux-Québec où j'ai œuvré comme guide touristique durant mes plus jeunes années avant de m'orienter vers une carrière dans les technologies de l'information. Je suis passionné d'histoire depuis toujours et je pratique la généalogie et la paléographie depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis aussi l'auteur du livre La chapelle Champlain, publié aux éditions GID en 2024, qui traite du sujet dont il sera question dans cette vidéo et dans laquelle je ferai le tour des différentes hypothèses concernant la localisation de la chapelle émises au fil du temps. J'exposerai aussi les faits historiques entourant la chapelle Champlain en les mettant en relation avec une découverte faite sur le terrain dans les années 50. Mais tout d'abord, qu'est-ce exactement que la chapelle Champlain? La chapelle Champlain est une chapelle aujourd'hui disparue qui a accueilli les restes du fondateur de Québec à partir de 1640-41 jusqu'à son démantèlement survenu entre 1661 et 1673. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose un bref survol du contexte historique qui l'entoure. L'histoire commence en 1629, quand Québec et toute la Nouvelle-France sont perdus aux mains des frères Kirk. Les 5 frères étaient des corsaires originaires de la ville de Dieppe et travaillaient pour le compte du roi d'Angleterre, Charles Ier. Bien sûr, les frères Kirk n'étaient pas venus seuls pour prendre Québec. Ils étaient alors accompagnés de plusieurs dizaines d'hommes, voire jusqu'à 200 selon François-Xavier Arnaud, répartis sur 3 navires. Québec ne sera rendu à la France que 3 ans plus tard, en 1632, après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye. Champlain, revenu à Québec l'année suivante, fera construire l'église Notre-Dame de Recouvrance pour réaliser son vœu de faire bâtir une église à Québec si le Canada était rendu à la France, ce qui avait été le cas. Champlain mourra 2 ans plus tard, le 25 décembre 1635, des suites d'une attaque de paralysie survenue 2 mois plus tôt, et sera inhumé au premier jour de 1636. Il est important de préciser qu'on ne sait pas où exactement, à l'époque de son décès, Champlain a été enterré, à savoir si c'était sous les voûtes de Notre-Dame de Recouvrance ou dans une petite chapelle attenante. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Charles-Huot de Montmagny, le gouverneur qui succédera à Champlain, fera agrandir l'église dans le courant de la même année, réaménageant peut-être ainsi l'emplacement de la chapelle. On entendra à nouveau parler de la chapelle en 1640, lors d'un funeste événement, l'incendie du 14 juin. Voici ce qu'en disait le père Barthélemy Vimont dans le chapitre 13 des Relations des Jésuites pour cette année-là. Le feu se mit en notre maison de Québec qu'il a réduite en poudre, et la chapelle de monsieur le gouverneur, et l'église publique. Tout a été consommé. Cela se fit si soudainement, qu'en moins de 2 ou 3 heures, on ne vit de tous ces bâtiments, et de la plupart de tous nos meubles, qu'un peu de cendres et quelques pans de murailles qui sont restés pour publier cette désolation. Il ne subsistera donc de cette dévastation que quelques pans de murailles. S'agissait-il des restes de murs montés sur des fondations en maçonnerie? On peut le supposer. Dans une lettre en latin envoyée à l'époque au supérieur général de l'ordre des Jésuites à Rome, le père Barthélemy Vimont, supérieur des missions de la Nouvelle-France, disait que cette chapelle primitive était contiguum, c'est-à-dire contiguë, adjacente ou attenante à l'église. Sacello quod erat contiguum, ce qui, traduit en français, signifie à la chapelle qui était attenante. Elle aurait donc été un simple appentis ou un édicule dans lequel aurait été déposé le cercueil de Samuel de Champlain.
Dans l'année ayant suivi cet incendie qui a détruit la maison des Jésuites, l'église paroissiale et la chapelle où était inhumé Monsieur le gouverneur, comme l'appelaient les Jésuites, seule la chapelle sera reconstruite, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle sera connue sous le nom de chapelle Champlain. Après sa reconstruction, la chapelle ne sera évoquée qu'à 4 reprises dans les écrits de l'époque, ce qui compliquera beaucoup la tâche des chercheurs voulant la retrouver. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, près de 400 ans plus tard. La première fois, elle sera évoquée le 21 mai 1641, lors de l'enterrement dans cette même chapelle de François Doré de Gand, qui était le commis général de la Compagnie des Saints-Associés. La deuxième fois, ce sera le 22 octobre 1642, lors de l'enterrement du père Charles Rimbaud, lui aussi auprès de Champlain. La troisième fois, elle sera évoquée le 10 février 1649 dans le document dans lequel le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis d'Aillebout, se réserve un terrain qu'on dit situé contre la chapelle. Retenons bien cette dernière indication, contre la chapelle, car ces mots ont toute leur importance. Et quatrième et dernière fois, le 15 juillet 1661, dans l'acte de concession à Mathieu Hubou, d'un terrain dont l'un des côtés fait face à la chapelle. Dans les années qui suivront, la chapelle sera sans doute démantelée ou détruite et tombera dans l'oubli durant 2 siècles. Ce sont les abbés Charles-Honoré Laverdière et Henri-Raymond Casgrain qui seront les premiers, en 1866, à se lancer à la recherche du dernier lieu de sépulture connu du père de la Nouvelle-France. Affairés à éclaircir certains passages obscurs des œuvres de Champlain, ces deux abbés s'étaient souvent demandé s'il existait une possibilité de retrouver le tombeau du fondateur de Québec. Et c'est, selon eux, après avoir mis la main sur 2 documents découverts dans les archives de la Fabrique de Québec, que les abbés ont décidé de se pencher sur la question et de tenter une hypothèse. Cette recherche donnera lieu à la publication, en 1866, de l'ouvrage intitulé Découverte du tombeau de Champlain, où on peut voir, à la page 11 de ce livre, la conclusion proposée qui leur paraissait alors la seule possible, à savoir que la chapelle devait se trouver dans la basse ville de Québec. Il faut dire que ce livre faisait également suite à la découverte faite 10 ans plus tôt, en 1856, lors de travaux réalisés au pied de l'escalier Casse-Cou, dans la rue Petit-Champlain, d'une voûte qui contenait des ossements. Il n'en fallait pas plus pour imaginer qu'on avait peut-être découvert là les vestiges de la chapelle Champlain à une époque où on n'avait encore aucune idée de son emplacement, que ce soit en haute ou en basse ville. Pour dire à quel point le sujet était déjà très sensible à l'époque, le livre coécrit par Casgrain et Laverdière a immédiatement déclenché une polémique, encore connue de nos jours sous le nom de Querelle des antiquaires. Les hostilités avaient été lancées par l'imprimeur et journaliste Stanislas Drapeau, qui revendiquait la paternité de la découverte en disant que c'est lui qui avait communiqué l'information sur la découverte d'une voûte à l'abbé Laverdière. Mais les abbés ont toujours réfuté les affirmations de Stanislas Drapeau. Cette querelle avait alors défrayé la chronique pendant 3 mois, si l'on en juge par les écrits de l'époque, comme cette brochure de 32 pages écrite par Stanislas Drapeau, dans laquelle il règle ses comptes avec les deux abbés. Quoi qu'il en soit, on apprendra assez rapidement que les conclusions proposées par Casgrain et Laverdière, de même que Drapeau, étaient erronées. C'est que les deux abbés vont bientôt mettre la main sur un document daté de 1649 qui faisait partie d'une liasse de papier léguée à l'Université Laval en 1866 par l'avocat Georges Barthélemy Faribault après son décès et qui mentionnait la chapelle comme étant située non pas dans la basse ville, mais dans la haute ville de Québec. Je reviendrai sur ce document un peu plus loin. Mais regardons tout de suite le secteur en question. Voici une vue aérienne de Québec aujourd'hui où on peut voir aussi le fleuve Saint-Laurent et Lévis. Merci à Google Earth pour cette vue prise depuis un satellite. Zoomons maintenant un peu pour voir le secteur concerné. Ceux qui connaissent bien le Vieux-Québec ne sont pas en terrain inconnu. Nous sommes ici au cœur de la vieille ville, ce qu'on appelait autrefois l'enclos de Québec. On reconnaît ici la rue de Buade, la rue du Fort, la rue Sainte-Anne
et la rue du Trésor. Ces rues délimitent un quadrilatère qui formait autrefois un terrain qu'on appelait la réserve d'Aïbou. Nous y reviendrons. Outre ce pâté de maisons, on peut reconnaître d'autres immeubles ou endroits de ce secteur. Il y a la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, la place d'Armes, l'édifice Louis-Saint-Laurent, qui est l'ancien bureau de poste, le monument à François de Laval, la cathédrale anglicane de la Sainte Trinité et la statue de Samuel de Champlain, dont l'emplacement est marqué par une fleur de lys jaune. Dans ce seul secteur, pas moins d'une douzaine d'hypothèses de localisation, dont certaines ont été suivies de fouilles sur le terrain, ont été émises par différents chercheurs au fil du temps pour situer le dernier lieu de sépulture connu de Champlain. Certains de ces chercheurs, comme l'historien amateur Thomas O'Leary, le journaliste Ernest Mirand ou l'avocat Philippe Baby-Casgrain, ont reconstitué la trame urbaine du XVIIe siècle à partir de plans anciens pour identifier les différents éléments du site. D'autres, comme le géographe René Lévesque, bien connu pour ses recherches dans les années 1980 et 1990, ont sondé et fouillé des secteurs bien précis à la lumière des documents et plans existants et des interprétations qu'ils en faisaient. Cette quête a tellement suscité de frénésie qu'il y en a même eu un qui, à la fin des années 1930, a effectué des recherches en ayant recours à la radiesthésie à l'aide d'un pendule. Sans résultat, on s'en doute. Mais c'est à l'historien amateur Silvio Dumas, instigateur et cofondateur de la Société historique de Québec en 1937, que l'on doit les premières recherches sérieuses et méthodiques sur le sujet dès 1945. Ces travaux, qui se sont étalés sur une période de 13 années, tant en analyse de documents que de recherche sur le terrain, ont permis de mettre au jour, au milieu des années 1950, dans la cour arrière d'un édifice des 11 et 11,5 de la rue de Buade, ce que l'on croyait alors être les vestiges de la chapelle Champlain. En 1958, lors du 350e anniversaire de la ville de Québec, une plaque a même été apposée, bien en vue à cet endroit de la rue de Buade, pour témoigner de cette découverte. Il est important de préciser que la thèse avancée par Silvio Dumas à la fin des années 1950 constitue encore aujourd'hui la thèse officielle, quoique mise en doute ou malmenée à intervalles réguliers depuis plus d'une quarantaine d'années, et notamment depuis 1977, soit un an après la découverte dans les archives de Montréal d'un nouveau document mentionnant la chapelle. La découverte en 1976 de ce nouveau document viendra fortement ébranler la certitude qu'on avait concernant l'emplacement de la chapelle Champlain. Il s'agit d'un plan dessiné en 1853 par l'arpenteur Pierre-Louis Morin, qu'on supposait copier d'un plan de Québec, dont l'original aurait été fait par l'ingénieur Jean Bourdon en 1640. La particularité de ce plan est qu'il est le seul connu à ce jour à représenter la chapelle Champlain, mais en la situant à un emplacement différent de celui désigné par la plaque apposée sur un mur de la rue de Buade et qui constituait déjà la thèse officielle. On peut voir en B sur la légende du plan que la chapelle se situe sur le prolongement du transept sud de l'église Notre-Dame de Recouvrance, elle-même située, toujours selon ce plan, à l'emplacement actuel de la basilique Notre-Dame de Québec. La contestation de la version officielle qui en résultera sera menée successivement par trois groupes convaincus de l'importance historique de ce qui venait d'être mis au jour. Déjà, en 1977, une nouvelle hypothèse de localisation de la chapelle Champlain sera formulée par deux chercheurs reconnus, Michel Gaumont, archéologue au ministère des Affaires culturelles du Québec, et Jacques Langlois, historien de la Direction de l'archéologie et de l'ethnologie du Québec. Ceux-ci avaient alors proposé, comme nouvelle hypothèse de localisation de la chapelle Champlain, le milieu de la rue de Buade actuelle, juste devant la rue du Trésor, à l'endroit même où elle est indiquée se trouver sur ce supposé plan de 1640. Puis, au mois d'août 1988, suivant les traces de ses prédécesseurs, l'ethnogéographe Georges Gauthier-Larouche conclura à son tour, dans une brochure intitulée Nouvelles précisions relatives au site de la chapelle Champlain, que celle-ci devait se situer, ouvrez les guillemets,
à l'intérieur d'un cercle de 25 à 30 pieds de rayon, autour d'un point placé à 50 pieds à l'ouest du coin du magasin Darlington. Fermez les guillemets. C'est-à-dire, pour faire plus court, vis-à-vis de la plaque apposée par la Société historique de Québec 30 ans plus tôt. Il y a eu ensuite le géographe René Lévesque, qui sera lui aussi convaincu de la véracité du plan de Pierre-Louis Morin et qui, à la fin des années 80, ira jusqu'à effectuer des fouilles à l'endroit indiqué sur le plan pour retrouver le tombeau de Champlain. On se souviendra que, suite aux fouilles de l'évêque, un tombeau avait effectivement été découvert, mais qui était plutôt celui du père jésuite Emmanuel Huygens, inhumé en 1879. René Lévesque effectuera de nouvelles fouilles à la fin des années 90 qui, malheureusement, déboucheront sur la découverte, non pas de la chapelle, mais de la chambre froide d'un restaurant chinois de la rue de Buade. Il n'en fallait pas plus pour que cette quête du tombeau de Champlain devienne un véritable sujet de raillerie qui aura beaucoup nui à la cause ainsi qu'à la crédibilité de René Lévesque, grand érudit par ailleurs. Si donc rien n'a été trouvé à l'emplacement marqué où devait se trouver la chapelle sur le plan de Morin, c'est peut-être qu'il y avait une bonne raison. Ces échecs successifs pousseront des spécialistes à analyser plus attentivement cette fameuse copie du plan de 1640. C'est ainsi que, dès le début des années 90, constatant que ce plan présentait un grand nombre d'anachronismes ou d'aberrations, certains archéologues et historiens ont fortement contesté son authenticité. En témoigne cet article du Soleil du 1er février 1991, dans lequel on peut lire que l'archéologie officielle considère le plan de 1640, tel que recopié par l'arpenteur Morin, comme un faux. Les historiens officiels font de même. La question suivante se pose alors. Une fois qu'on s'est rendu compte que ce plan n'était pas la copie fidèle d'un plan aussi ancien que supposé, les chercheurs n'auraient-ils pas dû, alors, revenir à la thèse officielle? Mais ce n'est pas du tout ce qui est arrivé, et d'autres chercheurs continueront même de proposer de nouveaux emplacements pour la chapelle Champlain. Cela a été notamment le cas en 1999 de l'archéologue Karl Lavoie et de l'ethnogéographe Georges Gauthier-Larouche, qui ont produit un rapport intitulé Recherche multidisciplinaire sur la localisation du site de la chapelle Champlain à Québec. Rapport qui a été suivi l'année d'après par la publication d'une brochure ayant pour nom La chapelle Champlain en deçà du mystère. Ces chercheurs ont émis à l'époque une nouvelle hypothèse qui situait la chapelle dans une zone assez étendue. Comme on peut le voir sur cette illustration tirée de ce rapport, cette zone grisée qui couvre presque toute la longueur de la rue du Fort, depuis la rue Sainte-Anne jusqu'à la rue de Buade. Notons que, malgré de nombreuses recherches et plusieurs sondages au géoradar effectués entre 1997 et 2012 aux emplacements supposés, les hypothèses avancées dans ces ouvrages n'ont pu être validées à ce jour. Devant autant de recherches infructueuses et de théories parfois fumeuses, il apparaît nécessaire de revenir aux fondamentaux, avant même la version dite officielle de 1958, c'est-à-dire à la recherche et à l'analyse des documents qui composent le corpus des documents historiques, pour en faire ressortir ceux qui sont les plus susceptibles d'aider à résoudre le mystère de la localisation de la chapelle Champlain. Il y a aujourd'hui consensus pour dire que dans tout le corpus documentaire de l'histoire de la Nouvelle-France, seulement 3 documents sont susceptibles de nous aider à répondre à la question de la localisation de cette fameuse chapelle. Nous démarrerons donc la recherche à partir de ces documents. Il y a tout d'abord le plan de Québec de 1660, dessiné par l'ingénieur et arpenteur Jean Bourdon, qui est par ailleurs le plus ancien plan de cette ville que nous connaissons. Celui-ci montre les éléments urbains comme les terrains, les rues, les maisons et autres édifices publics et bien sûr religieux tels qu'ils se présentaient en 1660. Ensuite, il y a le document d'Aillebout, c'est-à-dire l'acte par lequel Louis d'Aillebout s'était réservé un terrain en 1649 et dont l'un des côtés se trouvait contre la chapelle Champlain.
Il est à noter que la chapelle est mentionnée dans ce document non pas une, mais deux fois, comme nous le verrons plus loin. Puis, il y a l'acte de concession du 15 juillet 1661 d'un terrain de 45 pieds de large par 90 pieds de profond, concédé à Mathieu Hubou des Longchamps par la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Québec. Ce document est l'un des plus importants que l'on connaisse, car il est le dernier document connu mentionnant la chapelle et qui témoigne de son existence au moins jusqu'en 1661. Bien que la chapelle Champlain fût toujours debout en 1661, ne la cherchez pas dans la légende de ce plan, car elle n'y est pas du tout mentionnée. Et pourtant, la présente vidéo s'articule autour de l'hypothèse qu'avait déjà émise Sylvio Dumas en 1958 dans son livre La chapelle Champlain et Notre-Dame de Recouvrance, selon laquelle la chapelle serait l'un des bâtiments non identifiés sur ce plan, plus précisément celui qui se situe au niveau du quadrilatère de la réserve d'Aïbou. Nous avons ici un agrandissement de la zone sur laquelle une rose des vents a été ajoutée afin de mieux s'orienter. Rappelons que ce quadrilatère est aujourd'hui défini par les rues Sainte-Anne, du Trésor, de Buade et du Fort. Bien sûr, le fait que Jean Bourdon n'ait pas jugé bon d'identifier la chapelle lorsqu'il a dessiné son plan nous complique énormément la tâche. Sachant que la chapelle Champlain existait encore à Québec au moins jusqu'en 1661, on ne peut que conjecturer sur les raisons de cette absence d'identification sur le plan de 1660. Était-ce parce que la chapelle avait davantage une importance symbolique que stratégique, ou parce que son emplacement était d'une évidence flagrante à l'époque? La chapelle n'est d'ailleurs pas le seul bâtiment non identifié sur ce plan. Il y en a d'autres, mais qu'on a réussi à identifier hors de tout doute depuis, comme la maison de Jean Jobin ou encore celle du Bedeau. Deux bâtiments que les chercheurs ont pu identifier formellement en croisant les informations de diverses sources, comme les actes de concession. C'est ce que nous allons tenter de faire ici avec l'autre bâtiment qui reste encore à identifier et qui, comme je viens de le mentionner, est celui qui peut le plus correspondre à la chapelle lorsqu'on croise les informations présentes dans les documents qui décrivent son emplacement. Mais il est d'abord nécessaire de se poser les questions suivantes. Premièrement, ce plan de Québec est-il fiable? Et où se trouve-t-il de nos jours? Ce plan de Québec, contrairement à plusieurs copies en circulation, est un original dessiné de la main même de Jean Bourdon en 1660 et il se trouve encore aujourd'hui en France, et ce, depuis la fin de l'année de sa création. Il est conservé plus précisément aux Archives nationales d'outre-mer, à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Mais comment s'est-il retrouvé en France et surtout, pour quelles raisons? Commençons par nous situer dans le contexte de l'époque. Depuis le printemps 1660, la situation était devenue très précaire dans la colonie à cause de la reprise des hostilités avec les Iroquois, notamment après la bataille de Lonceau, survenue au mois de mai. Nous savons que Jean Bourdon, qui deviendra quelque temps plus tard le premier procureur général du Conseil souverain, s'était embarqué pour la France en octobre 1660, vraisemblablement pour rendre compte au ministre de Louis XIV de la situation dans laquelle se trouvait la colonie et le convaincre d'envoyer des troupes en renfort. Et pour ce faire, il devait forcément amener un plan avec lui. C'est aussi l'hypothèse qu'avait émise l'historien et professeur Jean Hamelin, qui enseignait l'histoire à l'Université Laval, dans un de ses nombreux articles publiés dans le Dictionnaire biographique du Canada. La question qui se pose ensuite est, ne se devait-on pas de représenter sur un plan de la ville la chapelle qui renfermait les restes de son fondateur? Il est d'autant plus légitime de se poser la question que ce même bâtiment a aussi été représenté au même endroit sur un autre plan de la ville de Québec, dessiné lui aussi par Jean Bourdon, mais cette fois en 1663. Nous voyons à l'écran une partie de ce plan de Québec qui montre, dans sa version longue, une vue d'ensemble de la région de Québec, depuis le cap Tourmente à l'est jusqu'au cap Diamant à l'ouest. À noter que ce plan se trouve encore de nos jours à la Bibliothèque nationale de France.
Zoomons maintenant un peu plus sur l'enclos de Québec. Ce bâtiment pourrait-il être la chapelle Champlain? C'est dans un article intitulé Documents inédits relatifs au tombeau de Champlain, publié dans le journal L'Opinion publique du jeudi 4 novembre 1875, que l'abbé Henri-Raymond Casgrain fera état d'une découverte faite quelques années auparavant avec l'abbé Charles-Honoré Laverdière. En dépouillant, avec mon ami le regretté Monsieur Laverdière les papiers originaux que Monsieur Faribault a légués à l'Université Laval, nous avons trouvé une pièce importante pour la question qui nous occupe. Elle porte pour suscription ces mots écrits sur le revers de la feuille. Une place située dans la grande place de Québec, réservée par Monsieur le gouverneur. Cette pièce importante est datée du 6 février 1649 et le gouverneur en question n'était nul autre que Louis d'Aillebout. Quand Louis d'Aillebout de Coulonges et d'Argentenay est nommé gouverneur général en 1648, en remplacement de Charles Huot de Montmagny, ce n'est pas du tout à un novice qu'est confiée la gestion des affaires de la colonie. Louis d'Aillebout fait partie des premiers montréalistes installés à Montréal à l'invitation de Paul de Chomédé de Maisonneuve pour y accomplir une œuvre colonisatrice et missionnaire. Louis d'Aillebout, qui était ingénieur militaire de formation, s'était installé à Ville-Marie avec son épouse Barbe de Boulogne un peu plus d'un an seulement après la fondation de la ville par Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. D'Aillebout sera tellement apprécié par de Maisonneuve qu'il deviendra rapidement son bras droit et se verra même confier l'intérim du poste de gouverneur de Montréal dès le début de l'automne 1645, lorsque Paul de Chomédé sera rappelé en France pour régler la succession de son père. Dès son retour à Montréal, il informe d'Aillebout que le gouverneur en exercice, Charles Huot de Montmagny, allait être rappelé en France et qu'il devait également s'y rendre, en précisant que l'année suivante, il reviendrait pourvu de sa commission de gouverneur général. Donc, quand Louis d'Aillebout prend son poste à Québec le 20 août 1648, cela fait déjà 5 ans qu'il est présent dans la colonie. Et seulement 6 mois après son arrivée, jugeant le confort du Fort Saint-Louis inadéquat pour s'y installer sur le long terme avec son épouse, Louis d'Aillebout pense alors à s'installer ailleurs et se réserve, le 6 février 1649, un terrain à cet effet situé devant la Grande Place de Québec, qui est situé à seulement quelques dizaines de mètres du fort. Et comme la Grande Place était alors située entre l'église et le Fort Saint-Louis, les deux abbés avaient acquis la certitude que la chapelle Champlain devait se situer dans la haute ville de Québec. Mais encore faut-il la localiser avec plus de précision. Le document en question, dont le texte est reproduit ici, décrit non seulement les bornes délimitant le terrain ainsi réservé par le gouverneur d'Aillebout, mais est aussi le premier connu à ce jour à mentionner cette chapelle depuis le décès du père Charles Rimbaud en octobre 1642. Et pour la toute première fois, ce document va enfin permettre de la situer plus précisément dans le voisinage immédiat de la réserve. Dans cet acte, la chapelle Champlain est mentionnée non pas une, mais deux fois, bien que la seconde occurrence ait été raturée et remplacée pour une raison simple, mais qui sera expliquée un peu plus loin. La première fois où elle est mentionnée, on peut lire une place située dans le dit enclos contre la chapelle Champlain, contenant un arpent de terre ou environ. La seconde fois, elle est mentionnée dans ce texte au sud-sud-est à un chemin qui est entre la dite terre et la dite chapelle Champlain, où les mots la dite chapelle Champlain ont été raturés et remplacés par la grande place, inscrit en marge du document. Revoyons de plus près où se situait cet arpent de terre, ou environ, à l'aide du plan de Québec de 1660. Gardons à l'esprit que la description des bornes de la terre réservée, que nous appellerons désormais la réserve d'Aillebout, date de 1649, mais que ce plan de Québec date quant à lui de 1660. 11 ans séparent donc les deux documents et il y aura forcément quelques différences dont il faudra tenir compte. Notons par exemple qu'en 1660, la grande place se situait juste devant l'église, à présent construite, alors qu'elle se trouvait à la place du fort des Hurons jusqu'à environ le début de 1658, au moment où ce fort a été érigé.
Dans cette zone où se situaient l'église, la Grande Place et le Fort Saint-Louis, tentons maintenant d'identifier le quadrilatère correspondant, à peu de choses près, aux limites de la réserve d'Aïbou en 1660 en suivant les indications de bornage du document de 1649. Pour ce faire, nous partirons du même plan, mais en ayant pris soin d'effacer le fort des Hurons, qui ne sera installé à cet endroit qu'environ 9 ans plus tard, sur le terrain occupé jusqu'alors par la Grande Place. Nous avons donc une place située dans le dit enclos contre la chapelle Champlain, contenant un arpent de terre ou environ, tenant du côté du nord-est à un chemin qui court sud-sud-est et nord-ouest, qui est entre la dite terre et les terres de l'église paroissiale en ce lieu. D'autre côté, au sud-ouest, aux terres non concédées, d'un bout au nord-ouest, à un chemin piéçante qui est entre la dite terre et les terres de Jean Côté, d'autres au sud-sud-est, à un chemin qui est entre la dite terre et la Grande Place. La Grande Place, qui, dans le texte, est venue remplacer les mots la dite chapelle Champlain. Mais quelles sont les raisons qui ont amené Flour Bougeonnier, le secrétaire de Louis Daibou à qui l'on doit la rédaction de l'acte, à raturer le texte la dite chapelle Champlain dans la désignation de la limite sud-sud-est pour le remplacer par la Grande Place? Henri-Raymond Casgrain, toujours dans son article de 1875, avait alors tenté cette explication. On peut s'expliquer d'une manière assez probable le motif qui a déterminé cette modification. C'est que l'espace qu'occupait la chapelle Champlain n'était pas suffisant pour servir de borne unique de ce côté. Voilà probablement pourquoi on y a substitué les mots « la grande place » comme étant une désignation plus précise. On remarque que l'abbé Casgrain, qui désire rester prudent, évoque à 2 reprises l'aspect plutôt probabiliste de ce qu'il avance, mais ne peut en même temps s'empêcher d'émettre une conclusion un peu hâtive. Par l'examen des titres susmentionnés, on est amené à conclure que cette chapelle Champlain s'élevait dans le carré où se trouve construit aujourd'hui le bureau de poste. Pour Casgrain, comme Flour Bougeonnier avait raturé les mots la dite chapelle Champlain pour les remplacer par la Grande Place, c'est que la chapelle devait forcément se situer du même côté que celle-ci, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue, à l'est de la rue du Fort. Ce qui est problématique car la réserve d'Aibou ne se trouve plus alors située contre la chapelle. Heureusement, il existe au moins une autre explication à cette rature qui est tout aussi valable et qui permet, en plus, d'identifier le bâtiment inconnu sur le plan de Québec de 1660 comme étant la chapelle Champlain. Celle-ci voudrait que le chemin en question ne se trouvait pas entre la dite terre et la dite chapelle Champlain, mais plutôt entre la dite terre et la Grande Place, positionnant ici la chapelle derrière le chemin, non pas à l'est de celui-ci, comme le croyait l'abbé Casgrain, mais à l'ouest. On se serait rapidement rendu compte de l'erreur d'appréciation et Flour Bougeonnier aurait alors procédé à la correction, d'où la rature sur le fameux document. Cette dernière hypothèse, où on peut voir la réserve d'Aibou enserrer le bâtiment non identifié sur 3 de ses côtés, est la seule qui permet de dire que la terre réservée par le gouverneur d'Aibou se situait effectivement contre la chapelle. Contrairement à ce que suggérait l'abbé Casgrain, il n'y aurait pas eu de chemin séparant la réserve de la chapelle, mais il y aurait eu plutôt un chemin séparant la dite terre de la Grande Place. C'est en tout cas le raisonnement auquel j'étais arrivé au terme de quelques mois de recherche et d'analyse. Je croyais alors avoir été le premier à tenter cette autre explication, jusqu'à ce que je tombe sur une brochure de 47 pages, éditée en 1958 sous l'égide de la Société historique de Québec, dont le titre est La chapelle Champlain et Notre-Dame de Recouvrance. C'est après avoir émis l'hypothèse que le bâtiment non identifié sur le plan de 1660 pouvait être la chapelle Champlain que son auteur, Silvio Dumas, en était arrivé à la même conclusion, à savoir que la rature n'était pas due au fait que l'espace qu'occupait la chapelle Champlain n'était pas assez significatif pour servir de borne, mais
que la rature était plutôt due à une mauvaise appréciation de l'emplacement du chemin qui séparait la dite terre de la grande place. Cette conclusion sera d'ailleurs validée sur le terrain au terme d'un travail d'analyse qui avait débuté dès 1945, mais surtout à la suite de fouilles effectuées entre 1951 et 1957 dans ce qui avait été jadis la réserve d'Aïbou. On voit ici Silvio Dumas, extrait d'une photo publiée dans le journal Le Soleil du 27 septembre 1953. Notons que dans son livre Le terrier du Saint-Laurent en 1663, paru en 1973, Marcel Trudel, l'un de nos plus grands historiens, appuiera cette thèse et positionnera la chapelle Champlain sur son plan de la Haute-Ville de Québec à l'emplacement exact identifié par Dumas. Et bien que lui et moi soyons arrivés à la même conclusion sur ce point, nos thèses diffèrent cependant sur un détail, qui est la façon dont la réserve d'Aïbou enserrait la chapelle. Selon moi, l'accès à la chapelle devait se faire par la rue menant au fort, la rue du fort actuel, alors que, pour Dumas, on accédait directement à la chapelle depuis la rue de Buade. Dans cette dernière hypothèse, on remarque que la bande le long de la rue du fort semble bien mince. Rappelons qu'en 1649, la réserve d'Aïbou devait s'étendre un peu plus à l'est pour que ses dimensions avoisinent davantage celles d'un arpent environ. Mais même en considérant que l'accès d'origine ait pu effectivement se faire par le nord, Louis d'Aïbou n'aurait cependant pas pu conserver cette configuration pour sa terre qu'il destinait au développement. Ce développement commencera en juin 1658, alors que le gouverneur Louis d'Aïbou baille à rente foncière un terrain d'un demi-arpent au maître tailleur Jean Jobin. Les limites de ce demi-arpent sont définies dans un contrat daté du 30 juin 1658, passé devant le notaire Jean-Baptiste Peuvray, où on peut lire les indications de bornage suivantes. Joignant d'un côté à la rue, qui passe entre l'église paroissiale et la dite terre, d'autre côté à Jacques Boissel en partie, et à Louis Côté, d'un bout à une rue qui passe entre le fort des Sauvages et la dite terre, et d'autre bout à la place d'Abraham Martin en partie, et aux terres non concédées aux 10 seigneurs bailleurs appartenant, c'est-à-dire sur la rue Sainte-Anne, depuis le coin de la rue du Trésor jusqu'aux terres non encore concédées par Louis d'Aïbou, le seigneur bailleur, et dont les limites nous sont aujourd'hui bien connues. Nous voyons que les bornes ainsi définies pour la partie baillée à Jean Jobin forment un polygone assez irrégulier. On remarquera aussi que si celui-ci n'englobe pas le bâtiment non identifié sur le plan de 1660, c'est tout simplement que si ça avait été le cas, ce dernier aurait été nommé comme élément de bornage. À noter que si la voie d'accès à la chapelle Champlain avait dû se faire depuis la rue de Buade, le terrain concédé à Jean Jobin se serait alors trouvé empiété sur ce chemin et donc sur le domaine public. Mais de toute façon, cette configuration du terrain ne tiendra pas très longtemps, puisque dès 1661, la paroisse fera renverser les termes définissant les dimensions de cette concession. Il faut aussi savoir que la fabrique possédait déjà depuis 1656, par acte de création de la censive Notre-Dame de Québec, les terres situées juste au nord, à droite, et à l'est, en bas, au niveau du fort des Hurons, et possédait, en plus, environ le quart de la superficie de la réserve que Louis d'Aïbou avait cédé verbalement à la paroisse quelques années auparavant. Donc, de un demi-arpent qu'elle était en 1658, cette concession passera, sur décision de justice, à un quart d'arpent après que la paroisse eut fait valoir ses droits sur cette partie de la réserve. Il est à noter qu'une partie de ce terrain qui avait été concédé à Jean Jobin en 1658 et qui lui avait ensuite été enlevé sera plus tard concédé à son neveu, Charles Jobin, en 1669. Afin de bien nous situer par rapport au plan de 1660, utilisons le cadastre actuel pour mieux voir ce que pouvait représenter ce quadrilatère de la Haute-Ville de Québec en le faisant pivoter de 90 degrés dans le sens horaire, de sorte que le nord pointe vers le bas et l'est vers la gauche. Une échelle de 50 mètres y a aussi été ajoutée, de même qu'une rose des vents.
Celles et ceux qui connaissent bien le secteur reconnaîtront les lieux et comprendront que le château Frontenac se situe vers le haut, en direction sud. Superposons maintenant à ce plan un agrandissement de celui de Jean Bourdon de 1660 de ce même secteur. On remarque, en rouge, les contours du bâtiment non identifié sur ce plan et que j'identifie comme étant la chapelle Champlain. Notons au passage que l'axe des rues du Fort et de Buade sera corrigé à la suite du réalignement des rues de Québec ordonné par le gouverneur Frontenac en 1673, faisant en sorte que cette superficie en forme de triangle rectangle située du côté de la rue de Buade sera éventuellement reportée du côté est de la rue du Fort, dans une sorte de redistribution compensatoire de cette partie de la réserve. Afin de superposer le plus exactement possible le plan de 1660 sur le plan cadastral de cette zone, 9 points de concordance ont été mis en évidence. L'alignement de la rue Sainte-Anne, qui est toujours le même depuis les tout débuts de la colonie, le coin sud-ouest de la réserve, entre la rue Sainte-Anne et la rue du Trésor, qui est sensiblement le même depuis environ 1647, les limites de la maison de Jean Jobin, qui sont encore partiellement visibles aujourd'hui, le coin sud-est de la rue Sainte-Anne avec la rue du Fort actuelle, la profondeur de 60 pieds correspondant aux limites nord du terrain de Martin Boutet, le coin nord-est du terrain de Jacques Boissel, de même que la profondeur de 60 pieds de son terrain, la limite extérieure du transept sud de l'église qui fait face à la rue du Trésor, l'emplacement de la maison du Bedeau, sur laquelle le presbytère a ensuite été construit et qu'on savait être exactement à cet endroit, et les limites est du fort des Hurons jusqu'aux abords de la côte de la montagne. Le fort des Hurons, comme on l'appelait à cette époque, était d'une superficie de 150 pieds de profondeur par environ 200 pieds de largeur et avait été érigé à cet endroit vers la fin de 1657 ou début de 1658 pour y installer les Wendat convertis au catholicisme qui vivaient alors, depuis 1651, sur l'île d'Orléans, dans ce qui est aujourd'hui Sainte-Pétronille. Situé juste au nord du fort Saint-Louis et à l'est de la réserve d'Aillebout, le fort des Hurons et le chemin qui menait au fort Saint-Louis se trouvaient en partie sur les terres de l'Église, alors dirigée par les Jésuites, en partie sur celles du gouverneur d'Aillebout et en partie sur le domaine public, géré par la Compagnie des Cent Associés. Le choix de cet emplacement pour le fort devait faciliter la protection des Wendat et permettait la collaboration de toutes les instances ayant comme intérêt commun la protection de cette communauté. Il est important de préciser que ce fort sera démantelé en 1668, après un peu plus de 10 ans de présence à cet endroit. Les Wendat seront ensuite relocalisés sur d'autres sites avant de s'installer définitivement sur le territoire de la Jeune Lorette en 1697. On peut voir ici l'intersection des rues du Fort et de Buade, tirée d'une photo prise vers 1870, à l'endroit où se situait le fort des Hurons entre 1658 et 1668. Sur la rue de Buade, du côté gauche, soit à l'est de la rue du Fort, on remarque l'édifice avec l'écriteau Post Office, qui était aussi l'ancienne auberge du Chien d'Or jusqu'en 1846. On peut aussi voir, à droite de cet édifice, le magasin de John Musson & Co., qui faisait coin avec la rue du Fort. Ces deux édifices feront place en 1871 à l'édifice Louis-Saint-Laurent, aujourd'hui l'ancien bureau de poste. Et complètement à droite, on aperçoit le coin nord-est de l'édifice John Darlington, construit sur une ancienne concession dont l'un des côtés faisait face à la chapelle Champlain. Le 15 juillet 1661, 3 ans après que Louis d'Aillebout eut baillé un demi-arpent à Jean Jobin, et une année seulement après que Bourdon eut créé son plan de Québec en 1660, la fabrique de Notre-Dame de Québec concède à Mathieu Hubou des Longchamps un terrain tiré à même la réserve d'Aillebout et dans lequel on retrouve, pour la toute dernière fois, la chapelle Champlain comme élément de bornage. Selon l'acte enregistré chez le notaire Guillaume Audouard,
Les dimensions de cette concession, qui faisait angle avec les rues du Fort et de Buade, sont de 5 perches de profondeur par 2 perches et demie de largeur, ou 90 pieds français par 45 en mesure de l'époque. Mais voyons tout de suite le bornage tel qu'il est défini dans cet acte. Premièrement, nous avons d'un côté aux terres de la dite église paroissiale, où est de front bâtie la chapelle appelée vulgairement la chapelle Champlain, puis de l'autre côté aux terres de la dite église, vient ensuite par haut aux terres du sieur d'Aillebout, et pour terminer, par bas à un chemin qui passe entre la dite place et la maison de la dite église où demeure à présent le bedeau. Ce texte nous donne, entre autres informations, la position des bouts dont nous savons qu'ils sont dans l'axe nord-sud et qui correspondent aux 2 derniers points. Par haut, aux terres du sieur d'Aillebout, correspondant, si on se rappelle bien, à la plus grande partie des terres non encore concédées sur la réserve d'Aillebout et qui étaient délimitées par la terre de Jean Jobin, juste à côté. Par bas, à un chemin qui passe entre la dite place et la maison de la dite église où demeure à présent le bedeau. Maison dont on se rappellera qu'elle était située juste derrière l'église paroissiale. Rappelons que les dimensions des côtés les plus longs, les tenants, ont une longueur de 90 pieds ou un peu moins de 30 mètres et que la largeur des bouts fait exactement 45 pieds, soit un peu moins de 15 mètres. On peut voir aussi dans ce document que la chapelle Champlain est mentionnée comme élément de bornage du côté d'un des 2 tenants. D'un côté, aux terres de la dite église paroissiale, où est de front bâtie la chapelle appelée vulgairement la chapelle Champlain, de l'autre côté, aux terres de la dite église. Remarquez que j'aurais pu choisir le côté est, à gauche, comme première borne, puisque rien n'indique dans l'acte d'Audoir par quel côté ce dernier a commencé son bornage. Mais il est peu probable que le notaire Audoir ait fait débuter le bornage des côtés par la gauche, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en 1661, au moment où ce terrain a été concédé, il y avait le fort des Hurons sur les terres de l'église, à gauche, à l'est, et que celui-ci était délimité par une palissade. Si la chapelle s'était trouvée à l'intérieur du fort des Hurons, c'est bien cette enceinte que le notaire aurait mentionnée dans le bornage sur ce côté de la concession, et pas la chapelle. Deuxièmement, dans une étude qu'elle a consacrée à la question en 2021 et dans laquelle seules les concessions décrites par tenants et aboutissants ont été retenues, Pierre Dubo, bibliothécaire et auteur du livre Samuel de Champlain méconnu, a conclu que sur l'ensemble des 28 documents étudiés, lorsque le notaire Audoir commence la description par les tenants, celui-ci mentionne le côté droit en premier dans 96,1% des cas. Sans toutefois être une preuve irréfutable, ce constat plaide fortement en faveur de cette hypothèse. Il y a dans ce document un autre élément important qui nous permettra de confirmer l'emplacement du terrain sur le plan, qui est l'obligation de tenir feu et lieu dans un délai prescrit qui est habituellement d'1 an. Toutefois, dans le cas présent, ce délai a été défini à 1 an et demi. Hubou avait donc l'obligation de bâtir et d'occuper sa concession au terme de ce délai, sous peine de se la voir retirée, ce qui ne s'est pas produit puisqu'il vendra cette concession le 17 février 1667 à l'intendant Jean Talon, dont voici un extrait de l'acte de vente. Une place contenant 12 perches et demie de terre, en 2 perches et demie de large sur 5 de long, sise en la Haute-Ville de Québec, joignant des 2 côtés les terres de l'église en la paroisse du dit lieu, d'un bout par haut les terres des représentants feu M. d'Aillebout, d'autre bout par bas le chemin tendant du fort des Sauvages au collège des Pères jésuites, ensemble 2 logis, l'un servant de boutique, forge et étable, et l'autre non parachevé, consistant en 2 étages de bois et charpente qu'ils ont fait bâtir et élever sur la dite place. Lorsque Mathieu Hubou vend sa concession à Jean Talon, 2 bâtiments s'y trouvent donc déjà. Et ce sont ces bâtiments qui permettront de confirmer l'emplacement de ce terrain dans la réserve d'Aillebout.
Pour ce faire, nous pouvons utiliser le plan de 1670, intitulé La ville haute et basse de Québec en la Nouvelle-France, car celui-ci est le premier à montrer les limites sud du terrain concédé à Mathieu Hubou, maintenant balisé par ces deux bâtiments. Concentrons-nous maintenant sur une partie de l'enclos de Québec autour de la place d'Armes, où on peut voir cette zone, encadrée en rouge, qu'il est nécessaire de faire pivoter dans le sens horaire avant de l'explorer, de façon à ce qu'elle nous paraisse un peu plus familière. On peut voir ici les deux bâtiments précédemment construits par Mathieu Hubou et sur lesquels Jean Talon dit avoir effectué des travaux. Cet emplacement correspond aujourd'hui à la galerie d'art Les Peintres québécois, située au 8 de la rue du Fort. Mais afin de nous repérer plus facilement, des points de repère ont été ajoutés. Voici le même secteur de la réserve d'Aibou superposé sur le plan cadastral actuel. On remarque que la trame urbaine en 1670 est essentiellement la même qu'aujourd'hui et que les traces de la présence de certains bâtiments et de leurs limites sont toujours là, ce qui nous permet de faire une superposition relativement précise. En jaune, on voit les limites du terrain de Mathieu Hubou, terrain qui sera ensuite acquis par Jean Talon. En vert, les limites du terrain baillé à Jean Jobin, superposées sur le cadastre actuel. En bleu, le terrain concédé à Charles Jobin le 4 février 1669. Et ce qui restait de la réserve d'Aillebout avant que Barbe de Boulogne, veuve depuis 1660 de l'ancien gouverneur d'Aillebout, ne fasse don de presque tous ses biens aux Augustines le 5 juillet 1670. On remarque aussi la limite nord-ouest, bicolore, qui représente la zone que la fabrique Notre-Dame de Québec disputera à Barbe de Boulogne, mais qui elle-même sera appuyée dans sa contestation auprès des autorités religieuses par les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Il faudra d'ailleurs attendre 1673 avant que les Augustines, alors propriétaires, ne concèdent au maître cordonnier Toussaint Dubois la majeure partie de ce qui restait de l'ancienne réserve d'Aillebout, du côté où devait forcément se trouver la chapelle Champlain. On peut voir ici le bail à rente du 2 octobre 1673, signé entre les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec et Toussaint Dubois, dans lequel on peut lire un emplacement de terre pour bâtir, contenant 2 toises ou environ de front sur la grande rue montant de la Basse-Ville aux Jésuites, étant entre l'emplacement de M. Talon, ci-devant intendant en ce pays, et ceux de Jean et Charles Jobin, environ 8 perches en profondeur, se terminant sur la rue Sainte-Anne, sur laquelle, dite rue Sainte-Anne, le dit emplacement contient environ 12 toises de front, aboutissant sur la rue désignée des Cendres du Fort, à la grande rue susdite. On remarque que les limites du terrain concédé en 1673 à Toussaint-Dubois n'occupent pas toute la superficie restante. Il reste un couloir large de 16 pieds par 90 pieds de profond. À noter que ce terrain sera plus tard agrandi à la faveur d'un nouvel arpentage effectué le 15 juin 1677, suivi 6 jours plus tard d'une ordonnance édictée par l'intendant Duchesneau, selon laquelle la bande du terrain de Toussaint-Dubois, donnant sur la rue de Buade, passera de 12 à 18 pieds. Et en 1682, Toussaint Dubois se fera bâtir une maison qui occupera alors toute la largeur de cette bande, c'est-à-dire une maison de 18 pieds de large par 20 pieds de profond. Sur ce plan, si la maison de Toussaint Dubois est représentée à cet endroit, c'est parce que des vestiges de fondation d'une maison, dont la largeur et la profondeur correspondent exactement à celles de Toussaint Dubois et qui se situent exactement dans les limites de la largeur de cette partie de sa concession, y ont été découverts lors des fouilles réalisées par Silvio Dumas entre 1953 et 1957. Mais nous y reviendrons. Ce couloir deviendra au fil du temps un passage d'une profondeur d'une quinzaine de mètres avant de bifurquer vers la droite derrière ce qu'était la maison du cordonnier Dubois et qui est encore accessible de nos jours depuis la rue de Buade. Qui plus est, si l'on se fie à la chaîne des titres de cette partie de l'ancienne réserve d'Aillebout, on sait que rien n'a jamais été construit sur cette bande de terrain entre l'époque où le gouverneur d'Aillebout s'était réservé cette terre et aujourd'hui.
En 1692, soit 10 ans après avoir fait construire sa maison, Toussaint Dubois vendra son terrain à François Provost, major de la garnison de Québec, qui s'était entre-temps porté acquéreur, en 1688, du terrain qui appartenait jusque-là à Jean Talon. François Provost fera ensuite l'acquisition du terrain voisin, juste à l'ouest de celui de Dubourg, qui était une parcelle de 30 pieds donnant de front sur la rue de Buade et qui était tirée à même l'ancienne terre de Charles Jobin que ce dernier avait morcelée. Le major Provost joindra ensuite ce nouveau terrain à celui qu'il avait acquis de Toussaint Dubourg et fera démolir la maison du maître cordonnier pour en faire construire une nouvelle de 52 pieds de large par 22 de profond, dont on peut voir les contours ici en rouge. Cette maison fera elle-même place à l'édifice actuel, construit au milieu du 19e siècle et rénové dans les années 1920. Il est à noter que ce passage privé est encore accessible de nos jours via une porte cochère de l'immeuble des 11 et 11 et demi de la rue de Buade, dont on voit ici la façade, en rouge et jaune. Précisons tout de même que l'entrée est interdite au public, mais que si on a la chance de franchir cette porte, on peut alors constater que ce passage n'est ni plus ni moins aujourd'hui qu'un local à poubelle. Et c'est sur cette façade qu'a été apposée la fameuse plaque rappelant la découverte faite par Silvio Dumas des restes de la chapelle Champlain lors des fouilles effectuées entre 1951 et 1957. Penchons-nous justement sur ce qu'avait réellement découvert Silvio Dumas. Comme les théories doivent être un jour confrontées à la réalité du terrain pour être validées, après 6 années passées en recherche documentaire, Silvio Dumas décide, au mois d'août 1951, de passer à l'étape supérieure en effectuant des sondages préliminaires dans la réserve d'Aïbou. Ces sondages se révéleront prometteurs et lui permettront, dès l'année suivante, de lancer un chantier de fouilles archéologiques qui mènera à la mise au jour, en novembre 1952, de vestiges qu'on allait ensuite identifier comme étant ceux des fondations de l'église Notre-Dame de Recouvrance. Les résultats des premières découvertes sur ce terrain seront rapportés dans une série de 5 articles dans le journal La Patrie, soit un publié chaque dimanche entre le 17 mai et le 14 juin 1953, mais que les fouilles se poursuivront durant les 4 années qui suivront. Et c'est en 1958, pour le 350e anniversaire de la Fondation de Québec, que Dumas publiera, sous l'égide de la Société historique de Québec, une brochure dans laquelle il fera état de l'ensemble de ses découvertes, notamment une section d'un long mur découvert en 1952, qui sera formellement identifiée comme faisant partie de l'église Notre-Dame de Recouvrance. Fort de cette découverte, les administrateurs de la Société historique de Québec avaient alors décidé de poursuivre les fouilles en 1953, mais non sans s'adjoindre au préalable les services de l'éminent archéologue Wilfrid Jury de l'Université Western Ontario, à London. À la première rangée, de gauche à droite, les 3 personnages centraux sont Silvio Dumas, Wilfrid Jury et l'épouse de ce dernier, Elsie MacLeod. Wilfrid Jury s'était forgé une réputation enviable pour ses fouilles archéologiques du fort et de la mission jésuite de Sainte-Marie au pays des Hurons de 1948 à 1951, de même que sa reconstruction qui surviendra un peu plus tard. On lui doit aussi les fouilles à la mission jésuite de Saint-Ignace dans l'ancienne Huronie. Jury coécrira d'ailleurs en 1954 avec son épouse Elsie MacLeod, une chercheuse diplômée en anglais, en histoire et en bibliothéconomie, le livre Saint Mary Among the Hurons, présentant les conclusions des recherches et des fouilles archéologiques sur ce site. C'est donc ce même Wilfrid Jury qui sera à Québec à la fin septembre 1953, au moment où les fouilles pourront reprendre à la fin de la saison touristique. Sur cette photo du 28 septembre 1953, on peut voir Silvio Dumas, de même que l'archéologue Wilfrid Jury. Après avoir examiné ce mur, Wilfrid Jury conclura que les maçonneries mises au jour étaient de même facture que celles du fort Sainte-Marie édifié en 1639, soit de la même époque que la construction de Notre-Dame de Recouvrance et de la chapelle Champlain. Dès lors,
Les fouilles vont se concentrer dans la cour du lot numéro 28-26, c'est-à-dire à l'arrière des 11 et 11 et demi de la rue de Buade, et mèneront presque immédiatement à la découverte d'un autre mur déjà repéré l'année précédente. Nous voyons à l'écran un croquis tiré du livre de Silvio Dumas montrant le plan des fouilles effectuées par la Société historique de Québec sur les lots 28-25 et 28-26, correspondant aux adresses du 11 au 15 de la rue de Buade. D'autres maçonneries seront découvertes à la fin du mois d'octobre 1953, mais les restrictions imposées autant par les propriétaires que par les conditions météorologiques sonneront bientôt l'arrêt des recherches sur le terrain. Malheureusement, le financement n'ayant pu être assuré au-delà de cette période, les fouilles ne pourront reprendre que le 26 octobre 1956, soit presque 3 ans plus tard. Superposons maintenant le même croquis sur le plan cadastral actuel du secteur afin de mieux situer le lieu des fouilles. C'est finalement le 22 mai 1957 que seront dégagés un second tronçon de mur, parallèle à celui découvert précédemment par Silvio Dumas et identifié par Wilfrid Jury, ainsi qu'une pièce de bois de chêne ayant l'aspect d'un fond de cercueil par sa forme et aussi par la place qu'elle occupait près d'une maçonnerie. Voici une photo prise le 22 mai 1957 où on peut voir debout, à gauche, M. Nicolas Chilakos, propriétaire du restaurant Au Délice, aujourd'hui le restaurant Wong, ainsi que M. Silvio Dumas, juste à côté. Cette autre photo, prise lors des mêmes fouilles, montre un tronçon de mur de la chapelle Champlain sur laquelle on peut voir l'endroit, au pied de la pelle, où se trouvait la pièce ressemblant à un fond de cercueil. Mais revenons un instant sur le croquis des fouilles de Silvio Dumas, tiré de son livre La chapelle Champlain et Notre-Dame de Recouvrance. Il est dit dans la légende de ce croquis que les vestiges retrouvés entre 1952 et 1957, en jaune, sous les lettres A, B, C, G et J, représentent ce qui reste de l'église Notre-Dame de Recouvrance. Que ceux représentés par les lettres D, E et F correspondent au mur de la chapelle Champlain mis au jour entre 1953 et 1957. Que ceux-ci, identifiés par la lettre L et qui ont été découverts durant la même période, correspondent au mur de la maison de Toussaint-Dubois et que la lettre M correspond au reste de bois ressemblant à un fond de cercueil. Silvio Dumas, l'éminent historien Marcel Trudel et l'ensemble des administrateurs de la Société historique de Québec en étaient maintenant convaincus, les vestiges retrouvés en jaune sur cette image ne pouvaient être que ceux de la chapelle Champlain. Pourquoi? Simplement parce qu'en suivant la chaîne des titres de propriété depuis l'acquisition du terrain par le gouverneur Louis Daibou jusqu'à l'actuel édifice où se trouve aujourd'hui la boutique Champlain, nous savons absolument tout ce qui s'est construit à cet endroit précis. Et on sait que seulement 3 maisons ont été construites sur cette partie du terrain de Toussaint-Dubois. La première, en 1682, une deuxième, dans le courant de 1693, et la dernière, celle qui est toujours là aujourd'hui. Si on reprend maintenant la superposition du plan de Québec de 1660 sur le plan cadastral actuel du secteur et que l'on met d'un côté le bâtiment non identifié sur le plan de 1660 à gauche et de l'autre le croquis représentant les résultats des fouilles de Silvio Dumas en 1953, même s'il semble y avoir un léger décalage, qui ne serait pas tenté d'y voir le même bâtiment? D'autant plus que, comme le montrent ces deux flèches, l'angle est exactement le même, soit un angle de 15 degrés. Une image ne vaut-elle pas 1000 mots? À la lumière de tout ce qui précède, la conclusion à laquelle on peut raisonnablement arriver, dans l'état actuel des connaissances, c'est que ces vestiges étaient bien les restes de la chapelle Champlain. Tout porte donc à croire que la plaque apposée en 1958, que l'on peut voir ici sur la façade de l'immeuble à droite du 11 de la rue de Buade, est bel et bien à sa place. Comme toutes les autres recherches effectuées de 1866 à nos jours, le présent exercice vise essentiellement à contribuer à l'avancement des connaissances sur le lieu de la dernière sépulture connue de Samuel de Champlain, sans toutefois avoir la prétention de clore définitivement le débat. Mais si on veut fermer ce chapitre une fois pour toutes, le mieux serait encore de revenir sur le terrain, avec des moyens modernes, pour refaire l'inventaire de ce qu'on avait trouvé à l'époque, il y a presque 70 ans.
Cet exercice devrait être mené par des archéologues chevronnés. Cela nous permettrait certainement d'en apprendre encore plus sur ce site, puisqu'on le ferait à l'aide de moyens à la fine pointe qui n'existaient pas à l'époque de Silvio Dumas. Effectivement, depuis la découverte des premiers vestiges, mis au jour avec des outils relativement rudimentaires, la science a énormément progressé. Il existe aujourd'hui des technologies et des techniques plus sophistiquées, plus précises et peu invasives qui permettraient de déterminer ce qui se cache réellement dans le sous-sol de la petite cour intérieure, derrière les commerces des 11 et 11 et demi de la rue de Buade dans le Vieux-Québec. Et si ce sont bien les vestiges de la chapelle funéraire qui ont été découverts en 1958, il y aura alors lieu de se poser cette autre question fondamentale. Où se trouvent donc aujourd'hui les restes de Samuel de Champlain, ainsi que ceux du père Rimbaud et de François Doré de Gand enterrés à ses côtés? À ce jour, les écrits des prolifiques chroniqueurs qu'étaient les Jésuites, auteurs des Relations de 1611 à 1672 et d'un journal de 1645 à 1755, n'ont malheureusement pas permis de nous éclairer sur ce point. Mais à la décharge de ces derniers, plusieurs lacunes importantes ont été constatées par les abbés Laverdière et Casgrain, telles que mentionnées dans leur préface à la page 8 d'une réédition commentée de ce journal qui comprenait les années 1645 à 1668. Voici ce qu'ils disaient. Une autre lacune qui ne paraît pas avoir jamais été remplie est celle qui est indiquée à la fin du manuscrit. Il manque ici, est-il dit page 361, le reste de l'année 1668, celle de 1669 et 1670 jusqu'au mois de novembre. Comme cette écriture est ancienne, on peut conclure que pendant cet intervalle, on n'a rien entré ou que cette partie était dès lors perdue. Ces textes perdus du journal Les Jésuites, rédigés entre juillet 1668 et novembre 1670, soit durant les années où la démolition de la chapelle et la translation des restes auraient pu survenir et être rapportés, contenaient peut-être la réponse à toutes ces questions. On peut cependant encore espérer que d'autres chercheurs retrouvent un jour ces précieux textes qui nous révéleront où se trouve le dernier lieu de repos de Samuel de Champlain, celui où il gît encore aujourd'hui, pour pouvoir enfin écrire le dernier chapitre de cette histoire. Car ces restes ont forcément été translatés dans un lieu plus sûr, afin de laisser le terrain libre au développement de cette partie de l'enclos de Québec qui ne cessait de croître dès 1665 à l'arrivée de l'intendant Jean Talon. Beaucoup s'entendent pour dire qu'ils ont probablement été amenés dans la crypte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, voisine de la chapelle, plus précisément dans l'un des trois ossuaires que l'on appelle la demeure des gouverneurs, dont seulement 50% auraient été fouillés. Il ne faut donc pas désespérer de retrouver les restes de Samuel de Champlain, car il y a encore des recherches et des découvertes à faire dans ces ossuaires sous le plancher de la basilique. Sachant que Samuel de Champlain avait été blessé par 2 flèches lors d'une bataille contre les Iroquois en 1615, dont une l'avait touché au genou, si nous arrivions à extraire des ossements présentant une telle blessure, nous pourrions alors procéder à des analyses ADN selon les techniques d'analyse de l'ADN ancien, car là aussi la science a beaucoup évolué, afin de savoir si ceux-ci appartenaient à une personne originaire de Brouage, en Saintonge, comme l'était Champlain. Si c'était le cas, tous les éléments seraient réunis pour dire que nous aurions enfin retrouvé le père de la Nouvelle-France. Nous pourrions alors lui redonner une sépulture à la mesure du personnage, par devoir de mémoire et pour la postérité, et pourquoi pas dans une nouvelle chapelle. Je terminerai par ces quelques mots tirés du testament de Samuel de Champlain, rédigé à Québec le 17 novembre 1635. Vous m'avez donné une âme raisonnable. Ô mon Dieu, je la remets entre vos mains, vous suppliant d'en disposer pour votre gloire. Pour mon corps, je le laisse ici en dépôt jusqu'à la résurrection dernière, que vous le réunirez à mon âme, pour participer à sa béatitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle aura peut-être contribué à déconstruire certains mythes ou idées reçues, et qu'elle vous incitera à vous renseigner davantage sur ce personnage plus grand que nature qu'était Samuel de Champlain. Pour ce faire, je vous invite à consulter le site web de l'association Monsieur de Champlain, dont l'URL apparaît ci-dessous.